pourriez proposer au Premier ministre, votre Premier ministre hypothétique? C'est très simple, je veux dire, ils doivent chercher 4,2 milliards, mais simple. Eux, ils vont toujours venir chercher dans les poches des travailleurs. TVA à 22%, Sodadex pour les fonctionnaires, etc. Moi, je dis, allons chercher l'argent où il se trouve, c'est-à-dire chez les multimillionnaires. Il y en a de plus en plus en Belgique. On dit que c'est la crise. Combien? Mais c'est pas plus ou moins 2% de la population. Si on ponctionnait un petit pourcent sur les fortunes de plus d'1 million d'euros, on pourrait apporter 7 à 8 milliards. Et c'est la taxe des millionnaires du PTB. Mais bien sûr. Et d'ailleurs, pour une fois, on va maintenant pouvoir la soumettre aussi à la Cour des comptes. Je veux dire, il est temps aujourd'hui d'aller chercher l'argent où il se trouve. Pourquoi? Parce qu'à force de venir chercher dans nos poches à nous, M. Vrebos, plus personne ne pourra consommer et la crise va encore s'approfondir. Et c'est bien ça le problème du gouvernement. L'année passée, ils nous ont vendu toute l'austérité en disant comme ça on va boucher le trou. Résultat, le trou est encore plus gros que l'année passée. Donc je crois que de ce côté-là, il y a une boucle sans fin qu'il est temps de rompre et je crois qu'il est temps de faire payer les millionnaires. Vous aimeriez être autour de la table? Ah ben oui. Vous vous y voyez? Ah ben, en tout cas, si on a le rapport de force, oui. Je veux dire, nous, on n'est pas là, ici, on n'est pas un club de hobby, quoi. Nous, on est là pour être présent, je veux dire, effectivement, au gouvernement. Mais si c'est pour pouvoir accéder au gouvernement et quand même devoir faire payer les gens, chasser les chômeurs, voter l'austérité, là, il ne faut pas compter sur le PTB. Nous, on est là pour établir un rapport de force. Il faudrait voir comment les partis traditionnels, aujourd'hui déjà, alors qu'on a 2 élus, sont déjà en train de bousculer vers la gauche. Donc, c'est de se dire, oula, il y a une pression qui est là. Bon, ben, je crois que dans les années à venir, ça va s'amplifier de plus en plus. Voilà. Son parti devient le 3e dans le paysage politique francophone. Mon invité Raoul Edebo, porte-parole du PTB. Raoul, plus cool que jamais, si j'ose dire, votre parti 3e dans le paysage politique francophone. Est-ce que les Bruxellois et les Wallons veulent devenir communistes? D'abord, c'est que des sondages, hein, M. Vrebos, vraiment. Non, mais j'insiste vraiment. Hein, je veux dire, on a 16%. Moi, ça peut vraiment redescendre. Sont-ils tentés par le communisme? Mais je pense qu'ils sont tentés par effectivement par une solution radicale qui est celle de sortir de cette austérité libérale qu'on nous vend à toutes les sauces et à toutes les couleurs de tous les partis traditionnels. Et moi, je rencontre de plus en plus de gens. Oui, mais bon, c'est toujours la même chose. Que ce soit maintenant de la rigueur ou l'austérité, les gens, c'est kiff bourricot pour eux. Quoi. Je veux dire, c'est toujours la même chose. C'est à nous de payer. C'est les travailleurs qui payent par l'austérité. Donc, moi, je crois qu'il y a une envie de radicalité qui est là. Et en même temps, on voit aussi que le PTB est sur le terrain, et c'est ça que les gens veulent. Et quel modèle de communisme pour la Belgique? C'est la question. Quel serait le modèle? Mais je crois justement qu'on ne doit pas faire un copier-coller sur le passé. Je veux dire, parce qu'ils ont échoué. Oui, bien sûr. Et c'est pour ça aussi que je pense qu'en Belgique, on doit inventer ce que nous appelons un marxisme du XXIe siècle, le socialisme 2.0, qui part du constat, premièrement, M. Vrebos, qu'on n'a jamais autant de moyens technologiques et une science qui permettait autant de rendre les gens heureux, d'un point de vue matériel, d'un point de vue spirituel. Donc je crois que cette science doit être au service des travailleurs, et pas inversement. Parler de science. Mais oui, mais c'est très important, la science, aujourd'hui. Moi, je suis scientifique de formation, je suis biologiste. Je vois aujourd'hui plein d'ex-étudiants avec qui j'étais qui ont vraiment en face d'eux des possibilités de rendre tout le monde heureux au niveau matériel, de donner à manger à tout le monde, de donner accès à la culture à tout le monde. C'est ça le nouveau communisme. Mais évidemment, vu que le problème ce que nous dénonçons aujourd'hui, c'est qu'une petite poignée de multinationales décide de l'ensemble de la politique énergétique. Vous n'avez pas changé ça depuis la Belgique, depuis la Wallonie. Mais il y a des combats partout en Europe, on n'est pas tout seul, M. Vrebos. Il y a des gens en Grèce, au Portugal, en France, il y a partout des gens de gauche qui se lèvent pour dire assez, on en a assez. Grèce, vous pensez à qui? Le Premier ministre, vous avez vu sa politique qu'il mène. Non, mais c'est pas une politique de gauche. Mais justement, je regrette justement, je trouve que quelqu'un d'une vraie gauche... C'était les débats aux Grecs. Non, c'est pas vrai justement. C'était pas les débats aux Grecs parce que je pense que justement, il faut pas aller au pouvoir à tout prix si on n'est pas capable d'imposer son programme. Moi, je l'ai dit clairement avec l'ensemble de mes copains du PTB, on a dit, on veut pas des postes pour les postes. Nous, on a dit, on veut aller au pouvoir si on a un rapport de force. Et pour ça, les gens doivent bouger. Moi, je ne vais pas faire des fausses promesses aux gens. La voie, elle va être difficile. Elle va être difficile. Prenons un exemple. Communisme en Belgique, vous êtes au pouvoir. Le patron d'ING, par exemple, il aurait le même salaire qu'un employé? Non, mais pour moi, c'est pas une question de salaire. Non, mais exemple. Non, il aurait quoi? Le double? On a dit une échelle de 1 à 3. Moi, j'ai pas un problème que des gens qui ont des responsabilités gagnent 3 fois plus que d'autres. Mon problème... Un grand patron aurait 3 fois plus que le portier. Oui, mais mon grand problème, c'est pas la question du salaire qu'il gagne. Mon problème, c'est qu'il a foutu cette banque en l'air. C'est ça le problème. Une banque, aujourd'hui, elle doit servir à quoi? À impulser l'économie, à donner des prêts aux gens qui veulent acheter des maisons, etc. Et pas à faire du fric. Et du fric et du fric. Et c'est ça le problème avec ING. 7 milliards de bénéfices et on licencie des milliers de travailleurs. C'est ça le problème. Pour le futur, disent-ils, hein, pour se préparer au futur. C'est ça, mais c'est toujours la même chose. Donc on licencie pour le futur. Les banquiers sont des menteurs, des profiteurs? Je crois que beaucoup de banquiers ne sont pas des menteurs. Beaucoup de banquiers jouent le rôle qu'on leur donne à jouer dans le capitalisme, qui est celui de ponctionner une partie sur la production pour avoir de plus en plus de pognon qui va vers les plus riches. Et ça, je le dénonce aujourd'hui. Je crois que c'est important de le dire. 2 images de l'actualité. Alors le premier, on en a parlé toute la semaine, le fameux procès Westphal.
Une remarque sur ce procès hors norme d'un politique? Écoutez, moi je ne vais pas me prononcer sur mais... le fond du jugement, mais je pense que, en tout cas, le procès a bien montré que le procès d'assises a tous lieu d'être en Belgique. Je crois que c'est le seul procès encore où la population peut directement participer au jugement, et je crois que c'est très positif. Et donc, si on peut tirer une leçon aujourd'hui, c'est de dire au ministre Keynes qui veut réformer la cour d'assises et en fait presque la faire disparaître. Je crois qu'aujourd'hui, on doit dire au ministre arrêtez de penser qu'aux économies et pensez à la justesse des décisions qui doivent être prises par la justice. Et je crois qu'il y a intérêt à impliquer le citoyen. Alors, deuxième image de l'actu les plus politique, c'est le secrétaire d'État de Crème qui a été faire un stage de 6 semaines dans une université américaine et le Premier ministre l'a rappelé. Écoutez, M. Redbos, c'est quand même un truc de fou. Hein. Donc ça fait déjà 2 ans que c'est un secret de polichinelle, qui est un secrétaire d'État qui ne sert à rien en Belgique. Donc il est secrétaire d'État au commerce extérieur, mais ses compétences ont été régionalisées. Donc il n'a rien à faire. Il est payé 200 000 € par an et il ne fout rien. Et ici, carrément, au moins il faisait pendant 2 ans, il fait semblant de faire quelque chose. Et là maintenant, carrément, il va faire des études, tranquille, on n'a pas besoin de moi. Donc c'est la moindre des choses quand même qu'on le rappelle. Mais moi, je vais dire franchement au Premier ministre, le rappeler, ça c'est pas le plus important. Si un secret d'État ne sert à rien, je pose vraiment la question. Pourquoi vous lui dites qu'il faut supprimer ce poste? Écoutez, mais à quoi ça sert? On demande de faire l'austérité au niveau des gens. On comprime les salaires, on dit qu'il n'y a pas d'argent. Et puis là, il y a un secret d'État qui n'a rien à foutre, il faut continuer à le payer. Allez, M. Redbos, il faut être un petit peu sérieux. Alors, Raoul Hebos, ces derniers temps, les autres partis politiques vous ont quand même un peu attaqué et critiqué. Alors, je commence avec Laurette Onkelings, qui a dit que vous étiez un menteur. Parce que vous dites que vous avez inventé la sécurité sociale, etc., etc., et que si vous étiez au pouvoir, vous pouviez changer tous les traités européens. Elle dit ce sont des menteurs. Mais c'est quand même Elle n'a pas raison? Mais c'est clair, ils sont tous nerveux. Au niveau des politiques traditionnelles, ça fait 25 ans que... Oui, mais changer les traités européens, c'est pas mentir? Mais attendez, quand s'est posée la question de sortir les enfants des usines, tout le monde disait, ces travailleurs qui disaient hautement et fièrement, on doit sortir les enfants des usines, vous êtes des irréalistes, c'est incroyable, on doit être économiquement compétitif, les enfants, ça bosse bien, les enfants dans les usines. Et heureusement qu'ils ont refusé ce fatalisme. Et moi, je m'inspire de ces pionniers-là. Bien sûr que c'est... Mais en 2 ans, c'est ça, elle dit que vous êtes un menteur. Moi, j'ai jamais dit qu'il faudra 2 ans. Moi, je n'ai jamais menti. J'ai toujours dit aux gens que la voie serait difficile. J'ai jamais fait des promesses électorales à 2,50 francs comme les politiciens traditionnels font. J'ai dit que les gens doivent se mobiliser. J'ai jamais fait de promesses. Les gens doivent s'organiser. Il n'y a qu'un peuple organisé qui pourra faire reculer toutes ces austérités européennes. Et j'incite les gens à aller dans leur comité de quartier, dans leurs syndicats, pour s'organiser ensemble, parce qu'ensemble, on est plus fort. Et je ne dis pas, passivement, que dans 2 ans, votez pour nous et tout va changer. Non. Mais même Marc Goblet, syndicaliste bien connu, dit que vos idées, je cite, ne résistent pas à la pratique, que vous êtes idéologue. Non, mais je crois que... Il a raison ou pas? Marc a dit beaucoup de choses. Non, je ne crois pas que... Il est à gauche, quand même. Ça, c'est clair. De droite. Mais attendez, Marc, j'aime beaucoup Marc Goblet. Non, vous l'aimez. Donc, il dit que vos idées... Mais d'abord, je crois qu'on se retrouve sur plein de choses avec Marc, justement, dans ce rapport de force. Mais moi, je crois vraiment, M. Redbos, ce sont les idées des autres qui sont en train de foirer complètement. Hein. Ça fait 10 ans que les politiciens traditionnels nous disent que faire de l'austérité va relancer l'économie, que chasser les chômeurs va relancer l'économie, que couper la sécurité sociale va relancer... Ils se plantent complètement. Et nous venons avec des idées nouvelles. C'est vrai, on sort du cadre. Et heureusement que des gens sont sortis du cadre dans le passé. Il n'y aurait pas eu de congés payés si des gens n'étaient pas sortis du cadre. Il n'y aurait pas eu notre sécurité sociale si des gens n'avaient pas dit aujourd'hui on va prendre nos droits en main, M. Redbos. Et j'y crois, mais j'ai jamais dit que ce serait facile. Et je ne fais pas de fausses promesses aux gens, justement. Ensemble, on va y arriver. Alors, je parle du PS, je parle des syndicats. Ce week-end, le CDH, le président du CDH, Benoît Ludgen, a dit que finalement, le PTB, je cite, c'était un appel à la guerre civile, car dans votre programme, notamment, vous voulez la suppression des lois antiterroristes. Mais attendez, mais la guerre civile, un petit conseil à M. Ludgen, vraiment, s'il croit que ressortir des anathèmes, la guerre froide, va relancer le CDH, je crois qu'il se plante. Franchement, par exemple, là, il est mal barré. Supprimer les lois antiterroristes, pourquoi voulez-vous les supprimer aujourd'hui? Mais on n'a jamais dit qu'on voulait supprimer les lois terroristes. Page 66 de votre programme, j'ai lu. Non, on a dit uniquement qu'elles étaient inefficaces. Vous voulez les supprimer? Nous, on a dit clairement qu'aujourd'hui, mettre tout le monde sous écoute téléphonique comme on le fait, et je sais de quoi je parle, M. Redbos, on a mis mon téléphone 3 semaines sous écoute téléphonique pour avoir bêtement organisé une manifestation à Liège. Hein. C'est ça qu'on a fait aujourd'hui. 3 semaines, ma vie privée a été écoutée, épiée en 2001, uniquement parce que j'organisais une manif. Donc, parle d'aujourd'hui, c'est différent. Aujourd'hui, c'est différent. Moi, je dis aujourd'hui... Est-ce que vous voulez ou non supprimer ces lois antiterroristes? Nous avons dit clairement qu'il faut investir dans les juges d'instruction. Vous les supprimez parce que c'est dans votre programme. Mais on n'a pas dit... Page 66. Mais non, on a dit qu'on veut les changer, M. Redbos. Nous avons dit
aujourd'hui qu'il faut investir dans les juges d'instruction, qu'il faut arrêter de mettre tout le monde sous écoute téléphonique, qu'il faut se concentrer sur les returnistes. On a dit clairement aujourd'hui qu'il faut pouvoir, ensemble, avec ces juges d'instruction, pouvoir analyser en détail ce qu'ils font aujourd'hui. Quand on voit qu'on n'a pas de moyens aujourd'hui pour avoir suivi certains terroristes notoires, parce que la justice nous dit j'ai pas de moyens, concentrons plutôt les moyens là-dessus, plutôt Deuxième chose, suppression des emplois à temps partiel. C'est aussi ce que vous reproche le président du CDH. Sans à temps partiel, c'est le président du CDH qui a généralisé l'emploi partiel. Et lui, il nous dit vous voulez les supprimer? Nous, on veut un emploi stable pour Oui, tout mais le vous monde. les supprimez à Sûr que non, ça va être le choix à individuel. 76. Attendez, vous devez relire votre programme alors. Hein. Nous avons dit clairement, nous disons clairement, M. Vrébos, que tout le monde doit avoir le droit d'avoir un emploi à temps plein. Aujourd'hui, le choix partiel n'est pas un choix. Aujourd'hui, toutes ces Certains femmes... veulent travailler 3/4 temps ou mi-temps. Non, mais si c'est un choix, mais la plupart des femmes qui sont en temps partiel ne le font pas par choix, c'est parce qu'elles ne trouvent pas Et donc autre vous ne chose. voulez pas le supprimer? Mais bien sûr que non. Et nous voulons aujourd'hui clairement dire que c'est un droit. Et là, je dis à M. Ludgen, qui lui est soi-disant le parti de la famille, parti de la famille. Quand on a voté comme CDH des décisions comme la chasse aux chômeurs, quand on a voté comme CDH des décisions comme mettre sous pression toutes ces femmes qui sont en temps partiel, avec cette chasse qu'on fait justement, on n'est pas le parti de la famille. Alors, il dit aussi, aujourd'hui, on doit donner ce droit. Le PTB défend l'égalité, mais l'égalité par la misère. Je ne veux pas de Wallonie du goulag. Mais attendez, alors, c'est pas le PTB qui a organisé la misère en Wallonie, c'est le CDH et le PS. Il est quand même... Oui, mais parle de votre programme. Oui, mais attends, mais son programme à lui, c'est quoi aujourd'hui? 10-15% de chômage, c'est le programme du CDH. On va quand même pas, c'est pas un phénomène. Et le goulag, alors ce goulag. Évidemment qu'on n'est pas pour le goulag. Allez, vraiment, ces anathèmes Je de guerre cite, froide. Mais oui, mais je sais. Mais si M. Ludgen croit qu'il va augmenter le niveau politique avec des anathèmes de guerre froide, il se plante. Alors, il y a Philippe Henry, écolo. Je vous dis, c'est tous les partis qui disent au Parlement wallon, le PTB ne travaille pas. Bref, ça parle, mais il paraît que vos députés, je prends votre langage, ne foutent rien. Mais c'est tout à fait faux. Il y a une étude qui vient de sortir la semaine passée, que la productivité, entre guillemets, si on veut être productivité de nos députés, se trouve dans le top 4. Donc on bosse bien. Mais ce qu'il y a, c'est que nous, on l'a dit clairement, vous savez, c'est pas en écrivant 3-4 décrets qui vont de toute façon être balayés par la majorité qu'on va changer quelque chose pour les travailleurs. Nos députés, qui sont des députés ouvriers, qui continuent à travailler avec un salaire de travailleur. Nous, monsieur Vrébos, nous continuons à travailler avec un salaire de travailleur et nous n'avons pas du 5-6 000 euros comme tous ces autres députés. Nous sommes sur le terrain. Et c'est important, les gens. Pourquoi on augmente dans les sondages? Et ce qui me frappe dans toutes ces phrases que vous dites aujourd'hui, monsieur Vrébos, c'est qu'aucun de ces partis traditionnels ne se remet en cause. C'est toujours, qu'est-ce qui se passe? Taper sur le PTB, etc. On ne comprend même pas ce qui est en train de se passer. Les gens en ont marre de voir tous ces politiciens qui restent dans leur petite tour en ivoire et qui ne sont pas sur le terrain. Et c'est ça qu'on doit faire. Le podium, alors rien que des femmes, quelles sont celles qui pour vous sont le plus proches du PTB, ou en tout cas avec lesquelles vous pourriez gouverner? Joël Milquet, Zakia Katabi, écolo, Laurette Onkelings, PS, et Marie-Hélène Ska, la CSC. Alors, je commence par le... Oui, regardez peut-être... C'est ça, c'est ça. Par le 3, je dirais Joël Milquet. En numéro 1? En 3, hein. En 3, oui. En 3, Joël Milquet. En 2? En 2, Zakia Katabi. Oui. Et en 1, Marie-Hélène Ska. Et donc, vous mettez Laurette Onkelings au tapis, tout ça parce qu'elle vous a traité de menteur? Non, mais voilà, Laurette Onkelings et moi j'ai commencé à faire de la politique lorsque j'étais en rue en 94-96 dans les manifestations étudiantes contre l'austérité appliquée dans l'enseignement. Et voilà, ça reste effectivement, quand on a mené un combat, c'était les manifestations, Laurette, si tu savais, hein, bon, c'était toutes les manifestations. Donc voilà, il me reste évidemment quelque chose que je trouve que comme ministre socialiste, elle n'aurait pas dû faire ça. Maintenant, voilà, ces 4 femmes de conviction que vous m'avez proposées aujourd'hui. Tout à fait. Hein, je veux dire, si vous m'aviez mis une Jacqueline Galland ou si vous m'aviez mis une... Oh non, le tour est maire, Ok, bah oui, non, mais je le précise. Pas aller vous mettre comme l'extrême gauche. Ok, mais je le précise, je veux dire, voilà, ces 4 femmes de conviction, c'était un choix qui n'était pas évident. Jacqueline Galland n'a pas de conviction. Non, mais Jacqueline Galland, non, ça c'est vraiment la valse des chiffres pour justifier l'austérité au niveau des transports en commun, etc. Voilà, c'est pas ma tasse de thé. Alors, le dernier tweet, Monsieur Michel, allez plutôt chercher l'argent chez les millionnaires plutôt que de bloquer les salaires des travailleurs par saut d'index. Ça, c'est vraiment votre obsession, même sur les réseaux sociaux, c'est aller chercher l'argent chez les millionnaires. Mais vous pensez à qui, par exemple? À quel multimillionnaire qui pourrait sauver le budget? Albert Frère. Oui. Albert Frère, il a des milliards, il s'est fait du pognon sur l'industrie sidérurgique, il a plein d'argent, il place son argent un petit peu partout, il pourrait quand même contribuer un petit peu à résoudre la crise. Ça c'est un, 2. Allez, 2, ils sont plus ou moins 2%, il y a plus ou moins 2%. La famille de Spoolberg, je viens de Liège, hein, donc on y produit la Jupiter. Hein, donc la famille de Spoolberg qui s'est fait du pognon, mais des milliards avec l'industrie brassicole, en nous faisant payer la bière de plus en plus cher, en mettant son argent plus ou moins dans plein de paradis fiscaux, qu'on aille chercher l'argent chez eux. C'est facile.
facile. Mais j'ai pas dit que c'est facile d'aller, hop. Mais en tout cas, je préfère ça que venir le chercher chez nous, parce que c'est toujours la même chose. Et vous le feriez comment d'un point de vue juridique? On a déposé une proposition de loi qui est très claire. Mon collègue Marco Vanez, mon collègue et camarade, a déposé une proposition de loi qui va en détail. Il faut effectivement pouvoir faire un inventaire des fortunes. Il faut pouvoir aller chercher cet argent chez ces gens-là. Mais qu'on arrête un petit peu de toujours venir chercher chez nous. C'est toujours la même chose. Si taxons les pauvres, ils sont plus nombreux. Ça, c'est facile à venir chez nous. Mais on va jamais chercher chez les plus riches. Donc ça, je trouve que ça ne va pas. La question qu'on n'ose pas poser, mais qu'on pose quand même. Trump et Edebow, même à pas, je veux dire que vous et lui, est-ce que vous n'attirez pas la colère et la frustration des citoyens? Je ne pense pas parce que Trump joue complètement sur la division. Donc c'est son but. Oui, mais je parle de la colère et la frustration des citoyens. Justement, mais je suis d'accord qu'il y a beaucoup de colère et de frustration. La question, c'est ce qu'on en fait. Et nous, ce que nous voulons avec le PTB, c'est venir avec un projet positif d'unité de la diversité, d'unité justement avec les travailleurs, d'unité pour faire reculer les plus riches. Ce que Trump veut faire, c'est diviser les Américains. Pour protéger qui? Lui-même et les plus riches, évidemment. Parce qu'il a quand même plus d'argent. Moi, je parle de votre succès. Je parle de votre succès. Non, mais moi, je crois que les gens... Vous n'attirez pas la frustration et la colère des citoyens, comme lui aux États-Unis? Mais ils ont raison, les citoyens, d'être en colère. Hein. Donc moi, je ne crois pas que c'est la frustration. Je pense que c'est de la colère. Et de la colère positive. Donc là, c'est votre point commun avec Trump? Mais je ne crois pas. C'est le point commun, à mon avis, sur qu'il y a beaucoup de travailleurs aux États-Unis et de travailleurs en Europe et en Belgique qui sont en colère. Alors, De Wever et Edebow, même combat, puisque tous les deux, vous allez participer au fameux jeu Slimstoman. Slimstoman, ouais. C'est ça. Oui, mais ouais, il part avec 3 longueurs d'avance sur moi, parce que lui, c'est un jeu en flamand. Vous n'avez pas encore participé? Non, ça va être... Et ça, c'est quoi? C'est pour devenir une vedette côté Flandre? Non, je crois que, d'une part, vous savez, quand on est un petit parti, on ne crache pas sur une visibilité, hein, M. Vreboss, donc ça, c'est clair. Maintenant, voilà, c'est un jeu intéressant, je trouve important, comme politique qui vit à Liège, qui est né à Liège, d'aller aussi parler en Flandre et de montrer qu'on est encore un parti national. De ce côté-là, j'ai rien à voir avec De Wever, parce que lui, il connaîtra toutes les questions, je dirais, en néerlandais, etc., la culture qui va pouvoir avoir dans le jeu. Moi-même, je dois un petit peu me remettre à jour quand même. Hein. Tout ce que je sais, c'est que moi, je ne suis pas marxiste. Qui a dit ça? Alors là, Karl Marx. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Oui, mais il ne pouvait pas l'être. Est-ce que vous êtes marxiste ou marxien? Je trouve, moi, je ne veux pas jouer sur les mots. Je dirais, sur la question de savoir... Donc marxien, c'est uniquement les écrits de Marx, et marxiste, c'est... Tous ceux qui l'ont suivi, les pigots. Non, c'est pas vrai, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas suivi justement ce que Marx a voulu dire. Moi, j'aime bien la théorie marxiste, justement, parce qu'elle permet d'analyser le monde aujourd'hui. Donc vous êtes marxien? Ouais. Non, mais j'aime pas. Ce que j'aime pas à marxien, c'est qu'alors ça. Pas marxien, j'ai dit. C'est ça. Parce qu'on reste sur la planète Terre quand même, c'est vrai, boss, quoi. Non, je préfère être un marxiste. Pourquoi? Parce que je crois que cette théorie, elle vaut la peine vraiment d'être réétudiée. Les crises économiques aujourd'hui, de la surproduction capitaliste, c'était déjà décrit il y a 150 ans dans les écrits de Marx. Et c'est ça qu'on doit résoudre. C'est quand même pas normal, monsieur Vreboss, qu'avec autant de technologie, qu'avec autant de richesses autour de nous, il y a autant de pauvres, ça ne va pas quand même. Les États qui ont suivi, soi-disant, les écrits de Marx, ils se sont plus ou moins écrasés. Mais ça, ils n'ont pas bien suivi les écrits de Marx. Hein. Oui. La Corée du Nord, par exemple. Un cauchemar. Trump ou le président de Corée du Nord pour la Wallonie? Non, mais attendez, vous avez pas un choix. Ça vient un choix. Peste ou choléra, vraiment peste ou choléra, quoi. Vraiment, dans la Corée du Nord. Là, vous répondez pas. Allez, vite, des cotes sur 10. Les cours mixtes d'éducation physique, on en a beaucoup parlé cette semaine, une cote. Moi, je dirais 6. Mais je crois que ce qui manque, c'est toujours la même question, c'est ces politiques qui décident au-dessus de la mêlée des jeunes. Pourquoi on ne demande pas un peu la vie des jeunes, quoi? Mais non, mais c'est vrai qu'on est un peu avec les conseils étudiants, les conseils scolaires, qu'on leur demande... Les cours de citoyenneté, qui ont commencé aussi cette semaine. Voilà, moi je crois que sur le principe, j'ai envie de dire 7. Maintenant, voilà, dans la pratique, je vois que ça n'a pas le succès escompté. Les Diables Rouges. Et leur nouvel entraîneur, Roberto Martinez. Alors, dans l'état d'esprit, j'ai envie de dire 8. J'espère maintenant que dans la durée, ça va continuer. Quoi. Les accommodements raisonnables. J'ai posé la question à presque tous mes invités cette saison. Pour les zéro, en tout cas pour le moment. Moi, j'ai envie de dire, s'ils sont raisonnables, j'ai envie de dire 6. Oui, mais raisonnables. Oui, mais s'ils sont irraisonnables, je vais mettre 0. C'est quoi raisonnable? Moi, je crois que justement, on est dans une société belge, à mon avis, où on doit aller beaucoup plus vers l'unité. Je constate qu'on est à des pays où il y a plus de discrimination en Belgique, je veux dire que ce soit à l'emploi, que ce soit dans le logement, etc. Un exemple d'accommodement raisonnable pour vous? Non, moi, je crois que de ce côté... Les piscines séparées hommes-femmes? Non, mais ça, c'est une question pour les femmes. Moi, par exemple, je vous pose la question. Moi, je peux être favorable. Si des femmes disent qu'elles veulent des clubs de sport, mais c'est aussi une question de... Quand les femmes me disent, et il y en a régulièrement qui viennent me trouver, qu'elles en ont marre du machisme de notre société, qu'elles ont marre d'être matées, qu'elles ont marre de tous ces mecs qui leur font des remarques, elles ont raison. Et ça, c'est pas une question uniquement de religion, c'est une question aussi de respect comme femmes. Et je crois que nous, hommes politiques aussi, on devrait un peu les aider justement dans cette lutte contre les discriminations. Alors, vous êtes fils d'un militant du PTB, vous venez d'avoir vous-même un fils.
est-ce que le déterminisme familial, c'est plus fort que le matérialisme historique? Non. Votre fils sera un PTB comme vous? Non, franchement, il fera vraiment ce qu'il veut. Il fera vraiment ce qu'il veut. Oui. Bon, même le Si c'est inscrit au MR, non, ça bah, va je vais pas vous dire, ça va pas me faire plaisir, mais s'il veut faire, mais il fait vraiment ce qu'il veut, quoi. C'est important. Moi, je vais essayer de lui apporter. Mais si vous étiez le fils d'Albert Frère, dont vous avez parlé tout à l'heure, est-ce que vous pensez que vous seriez au PTB ou à la tête d'un empire? Non, mais ça, ce serait génial, à mon avis, si le fils d'Albert Frère venait Non, rejoindre mais je vous le pose la PTB. question sérieusement. Non, mais quand vous... C'est le déterminisme familial. Mais non, mais quand vous parlez du matérialisme historique, moi je pense qu'effectivement, les conditions matérielles des gens influencent en partie les idées. Pas automatiquement, mais en partie. C'est la raison pour laquelle nos députés continuent à vivre avec un salaire de travailleur. Quand on dit, si on ne vit pas comme on pense, on va commencer à penser comme on vit. Mais le déterminisme familial, c'est capital? Mais je ne pense pas qu'il y a un déterminisme. On est chacun, comme adulte, libre de faire ses choix à soi. Ça, je suis vraiment convaincu. Les 7 péchés capitaux, quel est le vôtre? Ne me parlez pas de la gourmandise. Hein, parce que Non, non, alors, c'est ça. avarice, envie, colère, luxure, paresse? Non, je dirais que je peux parfois être en colère. C'est clair. Ah, parce que vous avez l'air toujours souriant. Non, mais voilà. Cachez donc ce vice. Non, pas du tout. Ben, quand je suis sur un plateau télé, je suis pas ici en colère. Mais quand je vois toutes les injustices dans le monde, par exemple, ce qui s'est passé la semaine passée avec travers d'ING, ben, je suis en colère et j'ai besoin un peu de la canaliser avant de m'exprimer. Toute dernière question. Quelle est, Raoul Debeau, votre face obscure? 30 secondes. Je dirais que je peux être quelqu'un de très nostalgique, M. Rivos. Voilà, je peux être quelqu'un qui voilà, que ce soit les amitiés, les gens qui sont partis, etc. J'aime bien regarder en arrière et parfois cette émotion est très présente et je dois faire un effort aussi émotionnel pour plus regarder de l'avant. Voilà, ça fait partie de ma personnalité. Les gens qui me connaissent le savent et voilà, ils m'aident à passer le cap. Raoul Debeau, merci.